Bonsoir, bonjour à tous. Tēnā koutou katoa, no parani ahao, no champagne roe, koman te awa, koder te roto, ko renard te whanau, ko André Renard toku koro, ko Madeleine Renard cook toku kuia, ko Marie-Josée Renard toku mama, ko Andreas Klapko toku papa, ko Lisa Renard toku ingoa. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Bonsoir, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vous retrouve quelques jours après la conférence du 3 juin que vous allez pouvoir suivre juste après. Je tiens à remercier Claude Stéphanie, Séverine Bonpays et leurs équipes de m'avoir invité à participer à ce beau moment d'échange et de découverte autour du monde maori de Nouvelle-Zélande à Aotearoa. Je salue et je remercie les personnes présentes dans la salle, et notamment George Nuku et sa famille, ainsi que les membres de l'équipe muséale et toutes celles et ceux qui nous accompagnent dans la salle et à distance. Merci pour votre présence. Tēnā rawa atu koutou. La longue présentation que vous m'avez entendu prononcer auparavant en langue maori correspond à un PHPH. Il s'agit d'une scansion généalogique que l'orateur ou l'oratrice se doit de prononcer dans le monde maori de Nouvelle-Zélande à Aotearoa avant de prendre la parole. Cette présentation s'opère lors de rassemblements importants, souvent sur le marae, l'espace de réunion clanique ou tribal, et après avoir passé le porche d'entrée, le Kaawaha, dont George Nuku propose une interprétation moderne en plexiglas dans l'exposition de Rochefort. Cette introduction généalogique permet d'identifier la personne comme membre de différents collectifs. Pour ma part, il s'agit de ma famille, mais aussi du territoire auquel je me rattache généalogiquement, la France, la Marne et mes grands-parents. Nous verrons au fil de cette communication que dans le monde maori, le lien au territoire et aux ancêtres qui l'habitent est fondamental. Je commencerai par vous présenter l'espace socio-cosmique maori, c'est-à-dire le monde qui comprend la société et le cosmos, puis nous parlerons des migrations anciennes qui permirent aux premiers habitants d'Aotearoa de s'installer dans le pays avant d'évoquer les premiers contacts avec les Européens. Nous terminerons sur quelques aspects importants du monde maori, d'hier et d'aujourd'hui, que l'exposition de George Nuku à Rochefort met en lumière. Commençons par ce que je qualifie d'espace socio-cosmique, autrement dit, un espace souvent rituel où la société et le cosmos se rejoignent pour former un milieu qui n'est pas limité par des frontières géographiques ou temporelles. Dans l'ontologie maori, au sens de version maori de ce qui existe vraiment, toutes les entités qui constituent le monde sont associées les unes aux autres d'un point de vue relationnel et généalogique, puisque toutes partagent la même origine. Qu'il s'agisse par exemple d'ancêtres, d'humains, de montagnes, de rivières, de plantes, d'oiseaux ou encore de trésors ancestraux, de taonga, toutes ces entités sont connectées les unes aux autres parce qu'elles s'inscrivent dans une continuité généalogique avec les ancêtres primordiaux qui donnèrent naissance au monde, Papatuanuku, la terre-mère, et Ranginui, le ciel-père. Du point de vue maori, le monde tel que nous le connaissons naît de la séparation de Papatuanuku et de Ranginui. Séparation opérée par Tane Mahuta, leur fils, avec l'aide de ses frères. Avant de conter ce récit, je tiens à préciser que du point de vue des Maoris, il ne s'agit pas d'un mythe ni d'une légende, mais bien d'un récit ancestral qui fait partie, à part entière, de leur généalogie, Whakapapa. Aussi, dans le monde maori, bien que les versions diffèrent légèrement d'une tribu à l'autre, les thèmes généraux restent identiques. Premièrement, le passage du néant, te kore, à l'obscurité, te po, puis à la lumière, te hao. Ensuite, la séparation de Papatuanuku et Ranginui par leurs enfants, suivi de la tristesse du couple primordial, de l'exploration de la terre-mère et de la quête de l'élément féminin, de la création de la grande forêt et du souffle de vie transmis à la première femme et la reproduction des humains. Le récit de la création s'achève avec l'apparition de la mort dans le monde, avec Inetunuitepo,
la grande dame de la nuit. Ce soir, j'ai choisi de vous présenter une version synthétique, inspirée de différents récits oraux et écrits, recueillis sur le terrain et dans la littérature. Le récit de la création maori débute ainsi. Au commencement, il n'y avait rien si ce n'est le néant, décoré. Dans ce néant apparut Ranginui, le ciel père, et Papatuanuku, la terre-mère. De leur étreinte amoureuse émergea l'obscurité, Tepo. Et de cette union naquirent 70 enfants primordiaux, tous de sexe masculin, dont le plus célèbre est Tanemahuta, l'ancêtre tutélaire des forêts. Les enfants grandirent au creux de l'embrassement de leurs parents, n'apercevant des rayons de lumière percer leur monde restreint que lorsque le ciel père et la terre mère déplaçaient légèrement leur étreinte. Contraints dans cette étreinte et désireux de sortir de l'obscurité ainsi créée, les enfants se rassemblèrent pour séparer le ciel père et la terre mère. Tanemahuta proposa alors à ses frères de mettre un terme à l'étreinte amoureuse du couple originel en les séparant par la force. La majorité des enfants assistèrent, Tane, dans sa tâche, excepté Philo, l'ancêtre tutélaire des ténèbres, qui s'accommodait jusqu'alors très bien de cette nuit perpétuelle. C'est en définitive Tane qui, plaquant son dos sur la terre-mère et poussant le ciel père vers le haut avec ses deux pieds, parvint à les séparer. Vous avez différentes versions. Parfois, c'est avec les deux mains, parfois, c'est avec les deux pieds. Ça dépend des régions. Tane fit ainsi entrer la lumière, Te Hao, dans le monde. Mais cette séparation plongea dans le désespoir Ranginui et Papatuanuku, et on dit que les jours de pluie et au petit matin, les larmes du ciel père prennent la forme de la rosée et de la pluie, et que la terre-mère fait s'élever la brume comme preuve de son amour au ciel père. Le seul enfant qui resta auprès de la terre-mère est Roaumoko, l'ancêtre tutélaire des séismes et des volcans. Blotti contre son sein et réchauffé par le magma en fusion, lui offrant accès au feu. Tafiri Matea, l'ancêtre tutélaire des vents et des orages, s'en alla, quant à lui, trouver refuge auprès de son père, Ranginui. Suite à la séparation des parents primordiaux, Tane et la plupart de ses frères décidèrent de partir chacun de leur côté, explorer les différentes régions de la Terre, dans l'espoir d'y trouver l'élément féminin, Uha. En chemin, ils peuplèrent la Terre en enfantant d'autres entités, les lézards, les oiseaux, les fleurs, les arbres, etc. Tane prit l'initiative au fil de ses accouplements successifs avec différents éléments de l'univers de donner la vie à la grande forêt, aux arbres et à leurs hôtes, les oiseaux, mais aussi au souffle de vie et à la force de vie qui habite le monde. Le souffle de vie est nommé Hao et la force de vie Mauri. Mais Tanemahuta échouait inlassablement dans sa quête de l'élément féminin humain, Uha Iratangata. Il prit alors la décision de le créer à partir de l'élément féminin primordial, soit la terre-mère à l'état réservé, Tapu. Tane se rendit sur l'organe reproducteur de la terre-mère, Puke, et il y modela l'élément féminin primordial comme de l'argile pour sculpter une femme. Les frères de Tane participèrent au modelage des différentes composantes de la première femme, et Tane lui insuffla le souffle de vie, Manawa Ora, par le nez. C'est ainsi qu'il créa Kine Ahuone, la première femme. Il l'amena ensuite sur différents lieux réservés afin d'exécuter les rituels prescrits pour lever le caractère réservé, interdit, voire dangereux, tapu, qui pesait sur sa création. De son union avec Tiki, que vous voyez ici, en plexiglas, créé par George Nuku, Tiki est créé par Tane pour jouer un rôle procréateur. Ainsi, Ineaouene, la première femme, s'unit non pas avec son père, mais avec Tiki pour engendrer une fille,
nommée Inetitama. Puis celle-ci s'unit directement avec Tané, et de leur union naquirent plusieurs filles. Plus tard, Inetitama apprit que son compagnon, Tané, n'était autre que son propre père. Couverte de honte, elle s'enfuit trouver refuge chez sa grand-mère, la terre-mère, vous vous souvenez, Papatouanou. Dès lors, le chemin de la mort fut ouvert et Inetitama, symbole de la vie et de la procréation, en se réfugiant dans le monde souterrain, Raroenga devint Inenu Tepo, la grande dame de la nuit, celle qui veille sur les défunts. Elle confia à Tané ses enfants afin qu'il les fasse grandir dans le monde de la lumière, en se préparant à les accueillir dans le monde de la nuit, Tepo, au moment de leur mort. Pour évoquer Inenu Tepo et la mort, j'ai choisi cette œuvre créée par George pour l'exposition de Rochefort, où vous voyez 3 mokomokai, qui sont des têtes momifiées maoris, enveloppées de manteaux de prestige. Dans cette œuvre contemporaine, George Nuku met en scène 3 mokomokai, telles qu'elles pouvaient être mobilisées en contexte cérémoniel jusqu'au XIXe siècle. Dans le monde maori, les utilisations de têtes momifiées pouvaient être de 2 types diamétralement opposés. Celles opérées par les proches et les amis du défunt, souvent le veuf ou la veuve d'un chef suprême, et celles accomplies par ses ennemis, notamment lorsqu'un ennemi réussissait à s'emparer de têtes momifiées ou à momifier la tête d'un chef ennemi tué au combat. Ainsi, les têtes momifiées, les mokomokai, permettaient non seulement de rendre vivace la mémoire des défunts, mais aussi, et d'une certaine manière, de préserver leur présence ancestrale, wairua, et matérielle au sein du clan. Aujourd'hui, des photographies des défunts sont utilisées. Mais par le passé, les mokomokai permettaient de convier les ancêtres à certains des événements les plus importants de la vie communautaire, notamment les funérailles, afin que l'on puisse venir les pleurer. Cette participation prenait alors la forme d'une mise en scène, où des pieux de bois étaient plantés dans le sol à mi-hauteur, comme vous le voyez là. Sur l'œuvre de George Nuku, vous voyez les petits pieux ici, qui pourraient tout à fait être plantés dans le sol, à mi-hauteur pour que les têtes momifiées, fixées au sommet, donnent l'impression d'être des personnes assises sur le sol. Pour parachever cette mise en scène, les têtes étaient coiffées, huilées, parées de plumes et enveloppées de manteaux. Jusqu'au début du XXe siècle, le principe de réciprocité, de juste retour, qu'on qualifie de utu en maori, conduisait les guerriers à venger un affront en s'emparant des têtes momifiées ennemies lors de raids dans les villages ou à l'issue de combats, en ramenant les têtes des chefs ou des guerriers qu'ils venaient de tuer pour pouvoir éventuellement les momifier ultérieurement. Il s'agissait dans ces cas de figure non pas de communiquer du respect et de l'amour aux défunts, comme on peut le voir ici, mais plutôt de la colère et du mépris. Ces formes anciennes de relations aux têtes momifiées furent rapidement bouleversées par la mise en place d'un vaste commerce permettant à certains Maoris d'obtenir des mousquets, des armes, en échange de la vente de têtes momifiées auprès de certains Européens. Ce qui explique la longue présence de nombreuses têtes momifiées dans les collections des musées d'ethnologie du monde entier et les politiques de restitution actuelles dont vous avez probablement entendu parler. Outre les têtes momifiées, d'autres éléments pouvaient célébrer le souvenir d'une personnalité de très haut rang, et notamment des pirogues. Lorsqu'un chef décédait, un chef de très très haut rang, il était possible d'utiliser la moitié d'une pirogue plantée dans le sol à la verticale comme un monument commémoratif. Pour rappel ou pour indication, une pirogue maori, une pirogue de guerre, peut mesurer jusqu'à 20 ou 30 mètres. C'est quand même
un sacré morceau à venir planter dans le sol. La pirogue ainsi utilisée signale non seulement le statut de la personne décédée, mais aussi le voyage qu'elle s'apprête à accomplir vers l'au-delà. L'au-delà de la Terre, qui l'amène jusqu'au cap Reinga, et l'au-delà de la mer qui va l'emmener jusqu'à Waiki, la terre d'origine des Maoris, où demeurent les esprits des ancêtres éloignés. Dans le monde maori, la mort est personnifiée par un ancêtre du nom d'Aitua. À bord de sa pirogue, Karamurauriki, parée de guirlandes blanches tissées de fibres de lin de Nouvelle-Zélande et de plumes d'albatros, comme vous voyez ici sur l'œuvre de George Nuku. Vous voyez bien sur cette pirogue les petites plumes blanches, en rappel des plumes d'albatros de la pirogue d'Aitua. Il parcourt l'espace socio-cosmique maori à la recherche des esprits des défunts. À bord de cette pirogue, il les conduit jusqu'à Waiki, point de départ des grandes migrations polynésiennes qui atteignirent la Nouvelle-Zélande au XIIe et XIIIe siècle. On va désormais passer aux migrations anciennes. Au cœur de l'océan Pacifique, la Nouvelle-Zélande se situe au point le plus austral du triangle polynésien. Vous le voyez sur cette carte, à l'est de l'Australie, au-delà de la mer de Tasman. Et depuis Sydney, il faut parcourir 2227 km pour atteindre la capitale de l'archipel néo-zélandais, Wellington. Celle-ci est localisée à 19 417 km de Rochefort et un peu moins loin chez moi, à Strasbourg, mais c'est tout de même 18 735 km qu'il faut parcourir pour atteindre Aotearoa, la Nouvelle-Zélande. Dans l'espace océanien, en comparaison de la myriade d'atolls, de petits archipels et même des plus grandes îles comme la Nouvelle-Calédonie ou encore Hawaï, le territoire néo-zélandais est l'un des plus importants avec l'Australie et la Nouvelle-Guinée. D'une superficie de 270 000 km², près de 1600 km séparent le nord du sud du pays. Ici, tout au nord, le cap Reinga, dont je vous parlais tout à l'heure, et jusqu'au sud. Deux îles principales constituent la Nouvelle-Zélande, Te Ika à Maui au nord et Te Waka à Maui, aussi nommée Te Waipunamu au sud, ainsi que 600 petites îles éparses. Les plus importantes sont l'île Stewart, les îles Chatham et l'île d'Auckland. Le climat y est majoritairement tempéré, de type océanique. Les hivers sont doux et humides, un peu comme chez nous, et les étés sont tièdes à chauds. Mais l'été en Nouvelle-Zélande, c'est de décembre à février. Les conditions atmosphériques sont très variables. En effet, la pluviométrie annuelle du pays est assez haute. Néanmoins, l'ensoleillement reste important. Il n'est pas rare qu'en une seule journée, en Nouvelle-Zélande, les Néo-Zélandais fassent l'expérience de 4 saisons en un même lieu. Dans les ciels se dessinent ainsi fréquemment des masses nuageuses qui forment de larges cumulonimbus, voire de longs cumulus mediocris, qui viennent envelopper les reliefs montagneux et s'étendre au-dessus des bandes côtières. Un phénomène que souligne le nom de la Nouvelle-Zélande, Aotearoa. Aotearoa est un terme qui a longtemps désigné l'île du nord de la Nouvelle-Zélande et qui désigne aujourd'hui en maori la totalité du territoire et que l'on peut traduire littéralement de diverses façons. Comme souvent en langue maori, la plupart des termes sont polysémiques. C'est le cas d'Aotearoa, qui peut signifier le long nuage blanc qui signale la terre quand vous êtes en mer, ce fameux très long nuage blanc que vous voyez de loin et qui signale une terre, ou encore le pays enveloppé d'un long nuage blanc, voire le lieu constamment baigné de lumière. Ao peut signifier donc nuage, Tea blanc, Roa long, mais vous pouvez aussi envisager ce terme par Aotea pour la première pirogue d'un grand explorateur du nom de Coupé, et donc Aotea, première pirogue, et Roa, la longue première pirogue.
Aotearoa, la Nouvelle-Zélande, est située à la jonction de plaques tectoniques indo-australiennes et pacifiques. Le pays du long nuage blanc est donc confronté à une forte activité sismique et volcanique, à l'origine de nombreux drames humains et sociaux ces dernières années. Vous en avez forcément entendu parler. Je pense en particulier à la région de Christchurch, sévèrement frappée par des tremblements de terre dévastateurs en 2010, 2011, 2016 et fréquemment depuis lors. Mais aussi en 2019, à l'éruption volcanique de White Island, où 21 personnes trouvèrent la mort. Dans les récits ancestraux maoris, les héros mythiques, Maui et Kupé, sont souvent convoqués pour expliquer l'émergence de la Nouvelle-Zélande. Vous connaissez Maui à cause de Wayana ou Vaiana, le fameux film d'animation de Disney. Mais Maui, pour les Maoris et dans l'ensemble du triangle polynésien, est un héros mythique qui existe depuis fort longtemps. Parmi ces célèbres faits d'armes, la pêche de l'île du nord de la Nouvelle-Zélande est une remarquable illustration de l'étendue de son pouvoir et des conséquences que les transgressions d'interdits, tapous, peuvent occasionner dans le monde maori. Dans la plupart des versions, on raconte que, désireux de partir en expédition vers le sud, en pirogue, Maui entraîna contre leur volonté ses 4 frères. Après des jours de navigation infructueuse en haute mer, contraint de résoudre le problème de l'eau et de la nourriture, Maui décida de pêcher. Il utilisa alors l'extraordinaire mâchoire de sa grand-mère comme hameçon. Je vous ai mis sur ce PowerPoint 3 œuvres même de George Nuku, où vous avez ici, où on voit un hameçon, des collections, et aussi un kawe raro, une mâchoire inférieure qui pouvait éventuellement être portée en pendentif. C'est une interprétation. La mâchoire que vous voyez ici de George Nuku, ce n'est pas une mâchoire humaine, c'en est une interprétation, mais ça permet d'évoquer cette fameuse histoire de Maui. Donc, utilisant la mâchoire de sa grand-mère comme hameçon et enduisant l'outil de son propre sang, Maui, c'est jamais dans la délicatesse, il y va franchement, il pêcha un poisson monumental qui n'était autre que l'île du nord de l'actuelle Nouvelle-Zélande, Aotearoa, que l'on nomme aujourd'hui encore Te Ika a Maui, littéralement le poisson de Maui. Craignant de transgresser certains tapous par cette pêche extraordinaire, Maui repartit seul vers Hawaii, sa terre natale, pour ensuite ramener avec lui des experts spécialistes afin d'accomplir les rites appropriés. Toutefois, pendant son absence, ses frères impatients décidèrent de manger le poisson avant son retour. Lorsqu'ils entreprirent la découpe du poisson, celui-ci se tordit de douleur, ce qui a eu pour effet la transformation irrémédiable de la surface d'Aotearoa, jusqu'alors lisse et plane, comme le dos d'une raie, en un relief accidenté. Et selon les versions, l'île du Sud ne serait autre que la pirogue de Maui, Te Waka a Maui. Avant l'arrivée des premiers Maoris, seul un mammifère était endémique du pays, la chauve-souris. L'isolement géographique, fruit du passé géologique du territoire, explique aisément cette situation. Il permet également de comprendre la fragilité des espèces endémiques composant la faune, mais aussi la flore de la Nouvelle-Zélande, qui payèrent un lourd tribut au fil des migrations humaines. Je ne peux pas tout vous expliquer aujourd'hui, sinon je ferai une conférence qui durerait 6 heures. Mais si vous voulez qu'on en parle au moment des questions, avec grand plaisir. Les premières populations humaines qui se sont installées sur l'archipel néo-zélandais, avant pas d'humains, vous l'aurez compris, sont des Polynésiens d'origine austronésienne, ayant voyagé en pirogue double à balancier ou pirogue cargo depuis la Polynésie orientale. Je vous ai mis quelques exemples ici de pirogues
dessinée par Abel Tasman, un grand explorateur néerlandais, au large des Tonga, où vous voyez un exemple justement de pirogue double à balancier. Cette exploration s'est faite par étapes, aller-retour, et en utilisant les pirogues telles des cargos, en emmenant des denrées alimentaires à bord et un équipage susceptible de coloniser de façon plus ou moins temporaire une nouvelle terre. Des hommes, des femmes, des plantes, des animaux, etc. Je vous l'ai dit juste avant, la Nouvelle-Zélande appartient à une aire culturelle plus vaste qui est le triangle polynésien que vous voyez ici sur ce PowerPoint, avec Hawaï au nord et Rapa Nui, l'île de Pâques, puis la Nouvelle-Zélande. La société maori de Nouvelle-Zélande partage de nombreux traits communs avec les autres sociétés du triangle polynésien. La datation de leur migration originelle reste source de questionnements pour les archéologues, les historiens, les généticiens et les ethnolinguistes. En effet, alors que jusqu'à la fin des années 70, il était de coutume d'envisager l'arrivée des Polynésiens en Nouvelle-Zélande aux alentours de 800 à 1200 après Jésus-Christ, cette datation, principalement fondée sur l'analyse de l'histoire orale maori et la datation au carbone 14, selon les techniques de l'époque, est désormais révolue. Différentes recherches archéologiques et ethnolinguistiques, mobilisant également des études ADN, des études climatologiques, ainsi qu'une datation au carbone 14 bénéficiant de dernières avancées technologiques, ont montré que la colonisation de la Nouvelle-Zélande par les premiers humains était le fruit de multiples vagues migratoires polynésiennes assez importantes. En effet, selon les dernières études, la colonisation du pays du long nuage blanc fut délibérée sur la base de voyages d'exploration intentionnels, c'est-à-dire qu'on part et qu'on essaye de revenir pour signaler de nouvelles routes. Ainsi, un demi-millier de Polynésiens, hommes et femmes, en provenance des îles Cook, ici, des îles australes, voire même de Fidji et de Tonga, se seraient installés pour la première fois en Nouvelle-Zélande à Aotearoa entre 1250 et 1400 après Jésus-Christ, avant que d'autres vagues migratoires polynésiennes leur succèdent. Ces travaux offrent des pistes de recherche prometteuses, toutefois le croisement de ces données avec d'autres recherches reste nécessaire pour corroborer les hypothèses actuelles et permettre de mieux comprendre les vagues migratoires évoquées dans la tradition orale maori, dans les korero. Ces vagues migratoires sont évoquées sous le terme de waka. Les waka, ce sont ces pirogues maoris. À chacune de ces pirogues est associé le nom d'un chef suprême, d'un aliki, qui fut à l'origine de la vague migratoire en direction de la Nouvelle-Zélande à Aotearoa en tant que capitaine de pirogue. En contexte cérémoniel, en particulier sur l'espace de rassemblement clanique ou tribal, le marae, lorsqu'un orateur ou une oratrice déclame sa généalogie, comme j'ai pu le faire, il prononce le nom du fondateur historique de la pirogue à laquelle il se rattache, ce qui n'est pas mon cas, parce que je ne suis pas maori. Et lorsqu'on prononce le nom du fondateur historique de la pirogue, en règle générale, ce nom vient juste après l'évocation de Papatuanuku, la terre-mère, dont je vous parlais juste avant, et de Ranginui, le père ciel. On s'inscrit donc toujours dans une continuité généalogique. Je vous montre ici une image que j'ai titré cette page « L'Astrolabe » et j'ai mis l'image de la création que je vois juste ici, de George Nuku, qui est exposé au musée Èbre de Rochefort et qui est un hommage à l'astrolabe, cet instrument de navigation ancien, mais aussi l'astrolabe, c'est le nom du navire d'un grand explorateur de la marine française, Jules Sébastien César Dumont d'Urville, dont je vais vous parler à présent, parce qu'il s'agira de s'intéresser aux interactions des Maoris avec les Européens. Quelques siècles après l'arrivée des Polynésiens, le premier Européen à atteindre les côtes néo-zélandaises n'est pas un Français, mais un Néerlandais, dont je vous ai parlé juste avant, Abel Tasman. Abel Tasman et son équipage furent les premiers Européens à tenter
d'accoster sur Aotearoa, le 13 décembre 1642, sans succès, en effet, en envoyant un petit équipage dans l'actuelle Golden Bay, que Tasman nomma à l'époque Murdener Bay, donc la baie des meurtriers ou des meurtres, au nord de l'île du Sud. Tasman fut témoin de l'hostilité des membres de la tribu Nyati Tumata Kokiri, vis-à-vis des visiteurs étrangers non annoncés. Je souligne, non annoncés. Les Maoris firent chavirer l'embarcation et répondirent aux tirs des marins néerlandais en tuant 4 membres de l'équipage. Tasman s'enfuit tout en nommant la Nouvelle-Zélande. C'est à lui que l'on doit le nom de Nieuw-Zeeland en néerlandais, qui signifie en français Nouvelle-Zélande. Il faudra attendre le mois d'octobre 1769 pour que le capitaine britannique James Cook et son équipage posent pied sur l'archipel néo-zélandais. Ils vont faire le tour de la Nouvelle-Zélande jusqu'au mois de mars 1770. Et ainsi, Cook parvient à cartographier de manière très précise la Nouvelle-Zélande. Il visita le pays à plusieurs reprises lors de ses voyages consécutifs en Océanie. En 1769, il estima la population maori à environ 100 000 personnes. Un chiffre que les dernières études archéologiques jugent assez plausible. La même année, mais un peu plus tard, en décembre 1769, à quelques semaines d'intervalle du premier accostage de Cook en Nouvelle-Zélande, le capitaine Jean-François-Marie de Surville découvrit, lui aussi, les côtes néo-zélandaises dans des circonstances plus dramatiques que Cook. En effet, son équipage était gravement atteint du scorbut et il souffrit de plusieurs avaries, sans compter que ses rencontres avec les Maoris furent pour le moins violentes. 2 ans et demi plus tard, du mois de mai au mois de juillet 1772, l'explorateur Marc-Joseph Marion Dufresne séjourna dans la baie des Îles où il noua des relations amicales et commerciales avec les Maoris. Jusqu'à la moitié du XIXe siècle, de nombreux explorateurs firent le voyage vers la Nouvelle-Zélande. Parmi eux, Louis Isidore Duperrey fut assisté de Jules Sébastien César Dumont d'Urville, dont je parlais juste avant, à bord de la coquille en 1824. Je vous laisse regarder cette œuvre de George Nuku qui met bien en valeur la rencontre de 2 mondes entre ce monde maori représenté par les Maoris en train de performer, de réaliser un haka, une narration dansée, une danse de la posture, et non une danse de guerre, je le dis. Dès que je peux, je le dis, je le redis, ce n'est pas une danse de guerrier, c'est une histoire qu'on raconte en dansant. Ce sont des postures qu'on fait vivre à travers la danse et les chants. Et je vous ai aussi mis ces images de Jules Sébastien César Dumont d'Urville. Alors, un portrait plus traditionnel et une interprétation de ce portrait et d'autres par Georges Nuku, exposé au musée Èbre. Puis je vous ai mis cette carte que vous pouvez trouver sur le site de Gallica, la Bibliothèque nationale de France, où vous avez des cartes extraordinaires et des ouvrages que vous pouvez consulter en texte intégral. Et là, vous voyez les parcours des voyages de Dumont d'Urville. Dumont d'Urville devint lui-même capitaine de la coquille où il était lieutenant de vaisseau en 1824. Il devint capitaine de la coquille, qu'on renomma l'Astrolabe, pour son voyage autour de la Nouvelle-Zélande en 1827 et celui qu'il accomplit entre 1837 et 1840 en direction de l'Antarctique. Après Dumont d'Urville, Duperrey, Dufresne et tant d'autres, de nombreux explorateurs atteignirent également l'archipel néo-zélandais. L'exposition de Rochefort, dans laquelle je me situe, peut être envisagée comme un dialogue entre George Nuku, Dumont d'Urville
et les artistes qui illustrèrent ces expéditions dans différents atlas. Et je pense notamment à Louis de Sanson et Louis le Breton, dont vous verrez différents dessins et lithographies dans la suite de ma prise de parole. En Nouvelle-Zélande, ces expéditions sont d'abord à visée scientifique et commerciale. Mais elles furent également révélatrices de la compétition qui régnait dans les mers du Sud entre les empires britanniques et français. Les premiers Européens que les populations océaniennes rencontrent sont des explorateurs, puis de plus en plus d'officiers de la marine et leurs équipages, et rapidement des grands voyageurs, des commerçants, des pêcheurs, des scientifiques parfois, et quelques déserteurs de la marine ou du bagne australien, avant même la rencontre avec des missionnaires. Au départ, ces Européens sont en très grande majorité des hommes, sans femmes. Aux prémices de ces interactions, les Maoris maîtrisent leur espace politique et semblent parvenir à assimiler et à détourner à leur profit les nouveautés qu'apportent avec eux les Européens. Je pense en particulier aux apports technologiques tels que le métal, qui remplace peu à peu les outils de pierre et permet de créer plus rapidement des artefacts sculptés. Vous voyez ainsi cette œuvre de George Nupou. Vous avez des haches en métal et plexiglas, des toki, qui illustrent bien ce passage du monde de la pierre au monde du métal, qui a, comme nous en parlions encore ce midi avec George, profondément bouleversé le monde maori. Les échanges, à l'époque, au début des premières interactions, se font dans la langue autochtone, jusqu'à la mise en place de colonies de peuplement, qui, surpassant peu à peu démographiquement le nombre des populations autochtones, finissent par prendre le contrôle et à déterminer les termes des échanges, qui se font de plus en plus dans la langue du colonisateur. Aussi, du XVIIIe siècle au début du XIXe siècle, les échanges sont occasionnels et limités aux zones côtières. Les Maoris peuvent assurer leur autosuffisance, Des clous sont échangés contre des patates douces, parfois des haches sont échangées contre des porcs, des pendentifs en jade ou des manteaux maoris. Et les équipages européens se réapprovisionnent en eau et en nourriture, comme vous pouvez le voir ici sur cette peinture qui met en scène réellement. C'est une peinture qui est réalisée a posteriori en 1880, alors que l'arrivée de Cook devrait plus ou moins correspondre à 1769. Mais vous voyez bien qu'on aborde des ports, qu'on échange des denrées sur les rivages côtiers au cours du XIXe siècle. Toutefois, en Nouvelle-Zélande, à cette époque, les migrants européens, qui sont les plus nombreux, sont plutôt issus de l'élite de la classe ouvrière, voire de la petite bourgeoisie, notamment des commerçants et des aventuriers qui se marient parfois avec des femmes maoris et qui souhaitent faire de ce nouveau monde un succédané de leur Angleterre idéale. Eux restent, tandis que les marins repartent, pour la plupart, mais pas forcément tous. Au fil du temps, différents types de relations naissent entre ces populations et les Maoris. Généralement de faible ampleur, elles se font régulières et parfois amicales, mais elles peuvent aussi être particulièrement conflictuelles lorsque les malentendus culturels et les maladresses qui en découlent se transforment en offenses. Très vite, l'équilibre s'inverse, et particulièrement dans la seconde moitié du XIXe siècle, avec la course au mousquet qui s'amorce, conduisant les tribus maoris à exploiter massivement les ressources naturelles de Nouvelle-Zélande, mais aussi à se lancer dans la culture du blé, par exemple, pour faire de la farine et en faire le commerce, pour récupérer des mousquets. Les guerres de mousquets s'engagent de 1807 à 1842. Je vous ai mis ici quelques cartes pour que vous puissiez envisager ces différents conflits, et font des milliers de morts dans les différentes tribus maoris. Je vous parlais avant du fameux concept de Hutu, du juste retour. Eh bien, quand on a un mousquet, on peut venger des offenses. Parallèlement, les échanges commerciaux des Maoris avec des équipages qui ne font que passer prennent des proportions plus importantes, notamment avec le commerce des produits de la pêche à la baleine ou à la tortue marine.
Simultanément, la dépendance des Océaniens vis-à-vis des biens européens, surtout en matière d'outils de fer et d'armes à feu, de tissus, mais aussi et assez vite de tabac et d'alcool, se fait de plus en plus forte. À cette époque, la main-d'œuvre océanienne est encore suffisante, mais de nombreux débordements sont observables sous la forme de kidnapping de populations autochtones et de déplacements sur d'autres territoires à bord d'embarcations européennes. En parallèle, les premiers missionnaires chrétiens arrivent en Nouvelle-Zélande en 1814 et leur entreprise de conversion auprès des Maoris remporte leur premier succès dans les années 1830. Au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, l'emprise de la couronne britannique sur Aotearoa ne cesse de croître. Après l'instauration de nouvelles colonies et l'intensification du commerce, avec la mise en place de plantations, coton, noix de coco, huile de palme, etc., sur certains territoires, sans oublier le développement de l'industrie baleinière par de grandes industries, les populations autochtones voient leur mode de vie se transformer irrémédiablement, comme nous le disions juste avant, pour l'utilisation des outils de fer. Une migration de travail se développe pour assurer la main-d'œuvre des plantations et autres exploitations des ressources naturelles de cette région du monde. Et très vite, les Maoris eux-mêmes migrent, se déplacent, profitent des opportunités qui leur sont offertes pour aller explorer d'autres îles, pour aller jusqu'en Europe, pour découvrir, pour transformer, pour changer et pour développer d'autres manières de faire et d'autres manières de vivre également. En Nouvelle-Zélande, la pression sur la terre ne cesse de croître, tandis que les besoins des Océaniens en armes, vêtements, tabac, alcool et nourriture en boîte augmentent de jour en jour, laissant présager une dépendance future considérable. Le 6 février 1840, la Nouvelle-Zélande, Aotearoa, devient officiellement une colonie britannique avec la signature du traité de Waitangi, dont nous pourrons reparler si vous le souhaitez, mais là aussi, je coupe. Je coupe vraiment. Après la signature du traité de Waitangi, les spoliations de terres maoris se multiplient. En 1863, vous le voyez sur cette carte, proposée par l'historienne néo-zélandaise Claudia Orange, 16 000 km² de terre sont ainsi confisqués au profit d'une population de colons d'origine européenne en croissance constante. Dans les années suivantes, la règle coloniale se durcit à l'encontre des Maoris, justifiant de nouvelles confiscations foncières. En parallèle, de nombreux colons acquièrent des terres pour quelques bouchées de pain. Après les guerres et les épidémies, la confiscation des terres maoris frappe un peuple déjà très affaibli, qui, dépossédé de ses terres, doit dorénavant faire face à de nombreuses famines et épidémies. Des années 1850 à 1870, cette situation désastreuse a pour conséquence de faire chuter de plus de la moitié le nombre de Maoris en Nouvelle-Zélande, qui passe de 86 000 personnes en 1769 à seulement 42 000 personnes en 1896. En 1916, alors que les Néo-Zélandais d'origine européenne atteignent 1 93 024 personnes, 52 997 personnes sont encore recensées comme Maoris. On est bien loin des 100 000 personnes que Cook évoquait. La Nouvelle-Zélande est désormais largement habitée par des Néo-Zélandais descendants de colons d'origine européenne, des Pakeha en langue maori. Ils héritent de la majorité des terres du pays que leurs aïeuls avaient obtenues par achat ou confiscation aux populations maoris et qu'ils avaient transformées dès la seconde moitié du XIXe siècle en exploitations agricoles florissantes, y développant le maraîchage et l'élevage. La décolonisation de la Nouvelle-Zélande s'engage en 1907 avec la transformation de la colonie en dominion. Le pays bénéficie d'une indépendance politique interne, mais la politique étrangère continue d'être administrée par la couronne britannique. Et en 1931, le modèle de Westminster est mis en place et la nation néo-zélandaise devient indépendante. Mais il faut attendre 1947 pour que l'acte d'adoption du statut de Westminster soit ratifié et 1986
1986, c'est très récent, pour que le pays se dote de sa propre constitution. En 2021, en tant que monarchie constitutionnelle à démocratie parlementaire, membre du Commonwealth, la Nouvelle-Zélande a pour monarque, toujours et encore, la reine d'Angleterre, Elisabeth II, représentée par la gouverneure générale Patricia Lee Reddy depuis le 28 septembre 2016. Les liens avec le Royaume-Uni restent aujourd'hui encore très forts et l'influence tant politique, économique que sociale, mais aussi culturelle, religieuse et diplomatique de l'Angleterre en particulier, mais aussi d'autres pays, est indéniable. Le chef d'État du pays est actuellement la première ministre Jacinda Ardern, que vous connaissez toutes et tous, qui détient les pouvoirs exécutifs et vient d'être réélue pour 3 années. Depuis la signature du traité de Waitangi, les Maoris ont dû lutter pour faire reconnaître leurs droits dans l'État colonial néo-zélandais. Une lutte qu'ils poursuivent dans l'État néocolonial qui lui succéda et qui perdure aujourd'hui. Suite à l'exode rural qui marqua le XXe siècle et transforma de manière significative le monde maori, la grande majorité des habitants vivent désormais dans les zones urbaines de l'île du Nord, en particulier à Auckland, la capitale économique du pays, et à Wellington, sa capitale administrative. Lors du dernier recensement, je vous ai donné beaucoup de chiffres avant, je vous en donne encore un peu, puis ensuite j'arrêterai. Lors du dernier recensement daté du 30 juin 2018, on comptait une population totale en Nouvelle-Zélande de 4 699 755 personnes. Sur ce total, 744 800 personnes se reconnaissaient d'ascendance maori, mixte. Près de 3 millions de personnes se sont déclarées d'ascendance majoritairement européenne. Et 645 000 personnes sont d'ascendance asiatique en Nouvelle-Zélande aujourd'hui. Enfin, 245 000 personnes ont été recensées en tant qu'habitants d'ascendance océanienne, provenant de Samoa, Tonga, Fidji, etc. Le reste de la population est d'ascendance mixte ou originaire d'autres régions du monde. L'Australie, l'Amérique du Nord, le Moyen-Orient, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Europe, etc. De nombreux Maoris vivent aujourd'hui à l'étranger, comme c'est le cas de George Nuku, ici présent, qui vit en France. Et la plupart des membres de la diaspora maori de Nouvelle-Zélande vivent en Europe, en Australie ou aux États-Unis, voire ailleurs. Dans le monde maori contemporain, les spécialistes de la coutume, qui peuvent être des artistes, des gardiens de trésors ancestraux, des kaitiaki, des experts rituels, des tohunga, mobilisent fréquemment des entités hautement valorisées afin d'assurer leur vie, celle du collectif et sa reproduction. C'est notamment le cas lors des moments cérémoniels les plus importants de l'existence d'une personne et de celle des collectifs auxquels elle appartient. Il peut s'agir de funérailles, nous en avons parlé, mais aussi de mariage, de naissance, de cérémonies d'accueil, d'adieu, des pofiri, des pokiri, très importants dans le monde maori, voire des remises de diplômes. Dans ces contextes, les principaux taonga, ces entités hautement valorisées qu'on pourrait qualifier de trésors ancestraux, sont d'abord la langue maori, te reo. Vous m'avez entendu un petit peu parler. On a parlé aussi des narrations dansées, le haka, l'art généalogique, la whakapapa qu'on a abordé au début avec Papatua Nuku et Ranginui. J'ai aussi parlé des montagnes et des rivières en qualité de trésor ancestral. On pourrait évoquer les wharenui, les maisons de réunion. Ici, on a presque l'impression d'être dans une wharenui. Et l'art de la sculpture sur bois, les tatouages, l'art du tatouage, tamoko, ça aussi, c'est un trésor ancestral. Et puis, les manteaux, celui qui est juste à côté de moi, je ne sais pas si vous le voyez encore, peut-être plus. Et aussi l'art du tissage, par exemple. La catégorie des taonga, des trésors ancestraux, que vous voyez dans cette exposition à Rochefort,
regroupe à la fois des éléments tangibles tels que les manteaux par exemple, mais aussi des éléments intangibles comme la langue maori. J'utilise ici tangible et intangible dans leur sens premier, que l'on peut toucher ou que l'on ne peut pas toucher, et non dans leur sens second, synonyme d'immuable, qu'on ne pourrait pas faire changer, qu'on ne pourrait pas faire évoluer. En effet, la liste des taongas que je viens de vous donner n'est pas exhaustive, vous le voyez aussi sur cette diapositive, et elle est susceptible de s'étayer en fonction des contextes et avec le temps. Aussi, un trésor ancestral reconnu en tant que tel à l'heure actuelle ne l'était pas nécessairement il y a 5 générations. En outre, dans plusieurs générations, il est fort probable que d'autres entités soient intégrées à cette catégorie, telles que les œuvres en plexiglas qui m'entourent et qu'a réalisé George Nupu. Mais vous avez aussi, à l'heure actuelle, certaines peintures, lithographies, photographies, des enregistrements vidéo ou sonores, qui sont désormais reconnus comme des trésors ancestraux par les Maoris, puisqu'ils sont des supports de mémoire et de perpétuation. C'est le cas ici de ces Maoris, représentés par Louis de Sanson, dont je vous parlais tout à l'heure, qui a accompagné Dumont d'Urville dans ses expéditions et qui a créé des œuvres qui, en elles-mêmes, sont déjà des trésors ancestraux et qui représentent, incarnent des trésors ancestraux. Vous voyez des tatouages sur les visages, les cuisses, les fessiers. Vous voyez aussi ici des manteaux maoris, des paquets, des manteaux de pluie, et puis des manteaux un petit peu plus précieux, des kaitaka, que l'on retrouve aujourd'hui dans certaines collections et que j'étudie avec beaucoup de passion. Ceux qui me connaissent le savent trop bien. En lien avec cette iconographie que je vous présente, je souhaite terminer cette présentation par une petite entrée sur le tatouage maori, le tamoko et les moko que l'on porte, et que nous pourrons prolonger après si vous avez des questions, avec l'aide de George Nuku qui se joindra à moi pour répondre éventuellement à vos questions sur différentes thématiques, et notamment sur celle du tatouage maori. En Nouvelle-Zélande, depuis les années 70, on observe une recrudescence du port de différents ornements corporels maori. Les tatouages, mais aussi les pendentifs, les boucles d'oreilles en jade ou en os de cachalot et les manteaux en contexte cérémoniel. La disparition de la culture maori qui semblait inéluctable pour de nombreux chercheurs au début du XXe siècle n'a pas eu lieu. Progressivement, ces signes du passé redeviennent visibles et prennent des formes originales, nouvelles, qui les ancrent à la fois dans le présent, le passé, mais aussi le futur. Ce faisant, ils participent aujourd'hui à la fois de l'identification, la manière dont les Maoris sont identifiés par les autres, et de l'autocompréhension, la manière dont ils s'identifient eux-mêmes. Mes interlocuteurs, et notamment George, m'avaient dit ça, ont l'habitude de dire qu'il ne s'agit pas tant de porter un manteau ou un tatouage, mais d'être porté par l'un ou l'autre, voire par les deux, si on a la chance d'avoir les deux. Comme c'est fréquemment le cas en contexte cérémoniel pour les experts rituels, certains artistes ou des gardiens de trésors ancestraux. À ces deux formes d'identification, le tatouage et les manteaux, j'ajouterai une troisième forme, plus répandue de nos jours, et dont vous voyez ici un bel exemple, les pendentifs en éphrite, les haitiki ou les haipunami, qu'on peut observer fréquemment dans le monde maori. Au contact direct des manteaux, des pendentifs et des pendentifs, les tatouages maoris contribuent à l'identification des Maoris et plus particulièrement des représentants lors des instances cérémonielles, comme je vous le disais. En dehors de ces instances cérémonielles et éloignées des manteaux, les tatouages maoris deviennent l'un des marqueurs les plus visibles de l'identification d'une personne en tant que Maori. Ils sont aussi perçus par ceux qui les observent, mais aussi parfois par ceux qui les portent, comme signe de résistance à la règle coloniale au sein de la société néocoloniale néo-zélandaise.
Pas facile à dire. En outre, en étant visibles au sein de cette société, les tatouages se font outil mnémonique puisqu'ils rappellent le souvenir des ancêtres qui ont autrefois porté de tels tatouages en Nouvelle-Zélande, à Aotearoa. Dans ce pays où, sous la règle coloniale, les Maoris tatoués ont pu et peuvent encore souffrir de l'incompréhension, du rejet et de la stigmatisation qui accompagnent l'histoire du tatouage maori. En conséquence, être porté par des tatouages maoris, c'est, dans certaines circonstances et en fonction des acteurs en présence, porter un fardeau lié au racisme et au passé colonial et politique néo-zélandais, mais dans d'autres circonstances, c'est non seulement avoir le privilège d'être identifié en tant que maori, fier de sa culture ancestrale, mais aussi d'être porté par les marques qui furent celles de ses ancêtres et d'être porté par ces marques au-delà de la mort, voire porter des traces du passé, du présent et du futur. Ces traces tatouées, sculptées ici, dans les œuvres de George Nuku que vous voyez, sur les vitrines, vous voyez différents tatouages maoris représentés. Ces traces sont visibles par tous, mais ne sont lisibles que par certains. Je m'arrêterai sur ce point. Si vous voulez plus de détails, il faudra nous demander. Je vous remercie pour votre attention. Tēnā koutou katoa.